Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer le Tech Days, donc autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Merci déjà à toutes et à tous d'être venus ce soir pour participer à ce Tech Days, et puis sous un nouveau format, puisque d'habitude on faisait le matin, et puis on a décidé de faire ça en fin de journée, puis vous permettre d'assister à ces échanges sur cette thématique d'actualité. Alors, on va commencer par une intervention de Monsieur Lecam, vice-président au développement économique et à l'économie sociale et solidaire à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Il vous a fait l'honneur de venir. Merci. Alors, je m'entends pas, donc c'est un peu compliqué, mais j'espère que ceux qui sont derrière les écrans m'entendent. Merci de cet accueil. Je suis très content de pouvoir participer à ce Tech Desk, donc je le fais à chaque fois que je peux, évidemment, parce que ça va dans le sens de renforcer, je dirais, la force de notre territoire, la force attractive de notre territoire, et puis la RSE. Je dirais que nous sommes un grand nombre d'entreprises partenaires sur le territoire pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et une collectivité a une certaine responsabilité pour donner l'impulsion, pour revitaliser quand on sent qu'il y a, je dirais, un petit peu de difficulté. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est l'objet, mais j'ai simplement... je dirais, un message à donner. On sent bien l'attractivité, on sent bien l'engouement de la RSE qui est, je dirais, très, très concrète. Il faut essayer certainement de quantifier les objectifs en RSE. C'est-à-dire on sent un besoin de l'entreprise, un besoin sur l'environnement, sur la société, mais il va falloir essayer de fixer des objectifs, essayer dans le temps de les quantifier. Ça devient aussi un objectif à partager au niveau de l'entreprise par les employés. C'est une force qu'il ne faut pas négliger. Également, je le vois, le recrutement dont les entreprises souffrent toutes. Je vois très peu d'entreprises qui arrivent à avoir cette facilité de recrutement. Et moi, je sais très bien, quand l'entreprise met en avant la RSE, le candidat ou la candidate qui postule un poste est très sensible aussi à cela. C'est une façon aussi de mettre sur sa carte de visite un label qui donne un sens à l'entreprise et au travail que fournit l'entreprise et la façon dont on gère ses collaborateurs. Donc, je vous souhaite un bon webinaire, un bon séminaire. En tous les cas, normalement, je reste avec vous toute la soirée. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lecam. Je vais laisser la parole à Fatima Marir, présidente d'ICG 95. Merci Rodolphe. Alors, je n'étais pas prévue pour parler là, mais tu me prends un peu de cours. Donc, bonsoir à toutes et à tous pour ce Tech Days. Alors, sous une forme un peu particulière, puisqu'on a décidé de le faire en afterwork, en se disant que la thématique RSE pourrait intéresser un grand nombre. Et c'est vrai que la partie petit déjeuner pouvait être un peu plus compliquée pour certains chefs d'entreprise. Et c'est vrai que, c'est comme l'a dit tout à l'heure Gilles, c'est quand même une thématique relativement importante qui est un peu nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Et j'espère, et j'en suis persuadée, que l'ensemble de nos intervenants vont pouvoir vous donner des pistes, des choses à faire, sachant que la RSE, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et quand on regarde bien, on applique tous de la RSE au sein de notre entreprise. Donc, je ne vais pas être plus longue et je vais peut-être laisser la parole à la première intervention. Je te repasse le micro. Merci Fatima.
Alors, pour revenir un peu sur l'historique des Tech Days, donc, les Tech Days ont été lancés en 2019 par 3 acteurs, donc la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, CY Cergy par Université via son outil CY Transfert, et puis le Carrefour Enseignement Supérieur Entreprise du Val d'Oise, le CZ95, et dont l'objectif est de renforcer les synergies entre le monde académique et le monde des entreprises à travers donc, 2 cycles complémentaires. Donc, on a un cycle de sensibilisation, par exemple, comment financer ces projets d'innovation, et puis des cycles thématiques avec des thématiques filières comme la RSE aujourd'hui. Notre objectif, c'est de soutenir aussi le développement économique du territoire à travers des rendez-vous business entre ces 2 mondes. Également construire un réseau d'entreprises et puis établir également des partenariats. Ça, c'est aussi l'objectif après ces Tech Days. Depuis 2019, donc, on a 24 Tech Days qui se sont tenus, 285 entreprises participantes et près de 500 personnes inscrites. Donc, comme vous voyez, un taux de satisfaction de 90% pour chaque Tech Days en moyenne. Donc, c'est vrai qu'on organise 3 à 6 événements chaque année. Cette année, on en est à notre troisième, et puis on en aura un autre en décembre. Et pour l'année dernière, donc en 2023, en moyenne, on avait 30 personnes inscrites par Tech Days, dont 20 participants et représentant en moyenne une dizaine d'entreprises différentes. On a 500 contacts qualifiés, inscrits à la liste de diffusion des Tech Days. Et puis aussi, les Tech Days sont diffusés en ligne, donc 1800 vues cumulées des vidéos sur la chaîne YouTube des Tech Days. Aujourd'hui, on aura la chance d'avoir des interventions passionnantes. Notre premier intervenant, Philippe Bonne, qui est président de Midrange Group, qui nous présentera la RSE au cœur de la politique de l'entreprise, un témoignage de cette belle entreprise. Notre deuxième intervention, c'est prendre un alternant pour booster sa RSE, et donc l'exemple de l'entreprise Boutis, avec les interventions de Denis Silio, président de Boutis, et Guillaume Kievarek, directeur de projet transition écologique au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et co-responsable du Master 2 RSE-Com de CY Cergy Paris Université, puis Rania Eni, alternante du Master RSE-Com. Ensuite, on aura cultiver un partenariat durable avec les entreprises pour un avenir responsable, avec le témoignage de Nathalie Chassandre-Montin, qui est ambassadrice RSE au sein de l'ECIT, école de la CCI Paris-Île-de-France dans les métiers du numérique. Et puis enfin, la charte d'engagement territorial de Cergy-Pontoise, un levier pour vous aider à développer votre RSE, avec l'intervention de Jonathan Grusson, chargé de mission développement économique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On devait avoir une intervention de Fatima Masmoudi, déléguée territoriale Val d'Oise à la région Île-de-France, pour présenter les aides régionales. Malheureusement, elle n'a pas pu se rendre disponible, mais on vous diffusera la présentation des aides à destination des entreprises. Je vais laisser la parole à Philippe Bonne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je suis Philippe Bonne, je dirige une entreprise de services numériques qui s'appelle Midrange Group, qui est dans le Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. Et puis je suis élu à la Chambre de commerce et je m'occupe de 2 sujets, l'économie sociale et solidaire et la mobilité durable.
Donc c'est deux sujets qui sont proches du RSE. Je suis content de pouvoir témoigner un petit peu du parcours d'une PME du territoire qui a découvert au fil de l'eau ce qu'est le RSE à travers un espèce de parcours complexe. Et je vais essayer de vous en faire part. C'est arrivé comment ? C'est arrivé il y a 5 ans à peu près. On développe alors notre métier, c'est de développer des applications d'un côté, de faire de l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, faire l'infogérance, la cybersécurité. Donc on a comme clientèle des comptes moyens, PME, ETI, mais aussi des très grands comptes. Et donc tout ce qui est RSE nous est arrivé dans un premier temps, soit à travers les très grands comptes, avec des vraies interrogations, typiquement Total Energy, pour qui on développe des plateformes pour gérer les stations-service, nous demande de répondre sur un certain format intégrant la RSE et nous demande de justifier nos engagements RSE à travers les actions qu'on fait pour le développement d'applications. Alors là, ok, Total Energy, enfin, on n'était pas forcément dans cette logique de la réduction de l'empreinte carbone. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous demande ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? Et surtout, pourquoi il nous le demande ? Tout simplement parce que les grands comptes ont une obligation très forte en termes d'engagement sociétal, qui est globale, qui est mondiale, et ils la font découler directement sur l'ensemble de leurs sous-traitants et prestataires. On s'intègre dans ces sous-traitants prestataires et on doit y répondre. Et là, on est complètement désemparé puisque c'est très particulier. D'un côté, il y a une grande entreprise qui est dans le pétrole qui vous demande à vous, entreprise de services numériques, de justifier que le développement et l'hébergement des applications que vous développez pour eux est conforme à une politique RSE et à une réduction de l'empreinte carbone, puisque c'est ça le sujet. Et là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de traiter ce genre de choses en interne dans l'entreprise. Donc déjà, vers qui, à qui on s'adresse dans l'entreprise pour gérer ça ? Alors, le responsable de la production, lui, il dit « Philippe, t'es bien gentil, c'est la continuité de service. On va voir au marketing, il dit « Bon, c'est des sujets où on ne comprend pas. » Et puis surtout, on ne comprend pas précisément ce que le grand compte attend de nous. Donc ça, c'est Total Energy. On a eu à peu près la même chose avec Jaguar Land Rover, si vous voulez. Avec des interrogations en se disant « Mais comment on va pouvoir répondre à ces problématiques-là et pourquoi ils nous posent ces questions ?» Puis il y a une autre partie de clientèle, c'est la réponse aux appels d'offres publics, dans lequel on a vu voir ces dernières années une partie de la note très significative liée au fait qu'il fallait justifier nos engagements sociétaux. Et là, on s'est dit, attends, on est en train de se retrouver dans une situation où si on veut être choisi à la fois par ces grands comptes et sur ces marchés publics, on va devoir mettre en place une vraie action et on va devoir comprendre le sujet. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va se faire certifier. Il y a des certifications qui existent, on va se faire certifier EcoVadis. Vas-y Philippe, il n'y a qu'à Faucon, le bon chef d'entreprise classique. On prend un alternant ou on prend la responsable du marketing, on dit c'est obligatoire pour les appels d'offres, il va falloir qu'on puisse mettre en place et justifier notre politique RSE. C'est là que ça se gâte, puisque on s'aperçoit au fil de l'eau qu'il eût fallu documenter l'ensemble de nos actions qu'on fait dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Et en fin de compte, toute PME qui est sur le territoire a une vraie action sociétale, mais qu'on mène comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'on est très attaché, par exemple, à proposer des stages et des alternances en lien avec les écoles du territoire. Eh bien ça, c'est la responsabilité sociétale territoriale. Mais il faut pouvoir l'inscrire dans une démarche et le jour où on vous demande de vous positionner par rapport à vos engagements, eh bien que vous puissiez le noter, que vous puissiez avoir tout un ensemble de volets de preuves, un petit peu comme pour le RGPD, qui va permettre de démontrer l'ensemble de ces actions. Et c'est là qu'on a découvert qu'on n'était absolument pas armé pour répondre à ces grands comptes
Et on a commencé donc cette démarche de construction. Et c'est là qu'on a essayé de... Donc c'était dans la direction de dire pour répondre à tout ça, on va lancer une vraie démarche, comme on peut lancer des démarches autour de la marque employeur pour mieux embaucher. Et au fil de l'eau, on s'est aperçu que cette responsabilité sociétale, on l'avait dans notre ADN, et pour nous c'était encore plus important parce qu'on fait de la gestion de parc informatique depuis 30 ans, et quand les équipements reviennent, on les efface, on les reconditionne, et on fait du réemploi. Alors ça fait 30 ans. On a même vu passer Back Market devant nous, qui s'était positionné sur ces marchés de réemploi en faisant un marketing, sans comprendre ce qui nous arrivait. Donc, on avait cette démarche depuis longtemps, sans être à même de l'exprimer et sans être à même d'en faire un volet de preuve. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire pour s'apercevoir très vite que le dossier est resté dans la direction et qu'il y avait un vrai sujet, c'est que s'il n'était pas pris en compte par l'ensemble des collaborateurs, clairement, nos engagements sociétaux, ils ne seront pas partagés. Et là, on s'est dit, mais comment on fait quand on travaille avec les écoles d'ingé? On fait ce qu'on appelle du mentorat inversé. Donc le mentorat inversé avec les écoles d'ingé, c'est un gars qui est en Master 2, en alternance chez nous, cybersécurité. Il est franchement meilleur que le responsable de prod qui est là depuis 20 ans. Et ils s'associent ensemble et ils font du mentorat inversé. Donc c'est l'étudiant qui forme le collaborateur qui est là depuis très longtemps. Et on s'est dit, on va faire pareil avec la RSE. Puisque ceux qui sont les plus mobilisés, de toute façon, et qui ont cette compréhension, cet ADN, c'est les nouvelles générations. Et on a commencé à lancer des actions type la fresque du climat pour qu'il y ait une compréhension qui soit partagée par tous. Cette compréhension partagée par tous fait que maintenant, capillairement, ça remonte directement du terrain et ça irrigue l'ensemble de l'entreprise. Ce qui fait qu'il y a une mobilisation, on peut dire générale, qui est complétée parce qu'on passe les EcoVadis, etc., qu'on constitue un ensemble de dossiers qu'on est à même de transmettre dans le cadre des appels d'offres. Et au fil de l'eau, c'est rentré dans notre ADN. Et c'est là, en suivant ces certifications EcoVadis, qu'on s'est dit, mais on fait plein de choses. Et on a commencé à regarder dans le livre du personnel combien on avait formé de collaborateurs qui étaient en échec scolaire. Des dizaines, des centaines. Combien on avait permis aux écoles du territoire d'avoir des formations bac plus 2, bac plus 5, parce qu'on prenait des alternants. Combien de stages de découverte d'entreprise on a pu faire, combien de tonnes d'empreintes carbone à travers nos politiques de réemploi on a fait économiser, enfin. Toutes ces actions, on a réussi à les comprendre au fil de l'eau et à faire que la responsabilité sociétale de l'organisation, et là, elle est territoriale parce qu'on fait tout pour que ça irrigue sur le territoire, fasse partie de notre ADN. Donc ça, c'est fait au fil de l'eau. Au début, on n'y a rien compris. Maintenant, c'est rentré dans nos vocabulaires, dans notre manière d'être. Et comme tu le disais très bien juste avant, on s'est aperçu que ça participe à notre marque employeur, à notre rayonnement sur le territoire, à faire qu'un ensemble de sociétés qui partagent les mêmes valeurs que nous se rapprochent de nous et on fait maintenant partie d'une espèce de communauté qui a du sens et dans laquelle on échange d'autant mieux, auquel nos jeunes collaborateurs, parce qu'on est sur des métiers en tension, se raccrochent, ce qui fait que, étonnamment, on peut avoir une marque employeur portée par ses valeurs. En plus, pour un patron de PME, c'est assez facile de porter cet engagement sociétal, territorial, puisque un patron de PME, c'est forcément intégré dans le territoire, par définition. Et on s'est aperçu que ça nous facilitait la vie.
Donc on est passé d'une certaine manière à je reçois l'appel d'offres de Total Energy et je ne sais pas comment faire, à une transformation d'organisation qui rayonne mieux sur le territoire et qui est maintenant en termes de marque employeur ou de positionnement par rapport à ses clients, à mener de la compétition, à se positionner par rapport à très grosses organisations. Donc typiquement, il y a 10 ans, pour embaucher pour un gars qui sortait d'école, qui avait 2 choix, aller chez Atos ou aller chez Midrange, on ne combattait pas. Hein. Mais par ces engagements et par cet ancrage territorial, eh bien maintenant on est plus à l'aise. Voilà donc je vous engage tous à prendre cette démarche. C'est une démarche qu'on doit pouvoir dérouler au quotidien. À la Chambre de commerce, on a modélisé certains accompagnements. Nous, on les a fait histoire de faire avancer le dossier. Et c'est forcément pour notre territoire quelque chose qui a beaucoup de valeur, pour votre entreprise, pour la vision que vous pouvez en avoir. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Non, bah, merci beaucoup pour cette intervention passionnante sur les actions d'une entreprise autour de la RSE. Je vais laisser la place maintenant à Denis Silio de l'entreprise Boutis et Guillaume Kevarek et Rania Eni. Alors, on fait une petite présentation. Venez. Merci. On appuie sur quel bouton? La petite flèche. Oui, bonjour à toutes et à tous. On va mettre un micro. Oui, on fera une présentation à 3 voix. Donc moi, je suis ici et ce soir en tant que co-responsable d'un master. Un master qui est sur la RSE communication. Voilà. Il est basé dans le magnifique village de Neuville-sur-Oise, pour faire de la publicité, donc à l'université de Cergy. Un master qui a en première année un tronc commun qui est sur l'environnement. Et en deuxième année, il se spécialise avec des alternants. Donc, et je dis les 3 parcours parce que ça peut intéresser aussi d'autres entreprises. On a un parcours éco-conception et gestion des déchets, un parcours RSE, communication et environnement dont on va parler, et un parcours également sur l'éco-construction qui peut aussi intéresser. On a aussi beaucoup de partenariats, évidemment, nous, avec un certain nombre d'entreprises ou du territoire ou au niveau national. Ça, c'était bien représenté, c'est le stage de fin de M1, en fait. Ils font un petit stage de 2 à 3 mois avec un certain nombre de structures, alors, majoritairement des entreprises de toute taille, mais aussi des associations et puis des structures publiques ou parapubliques, type collectivité ou office HLM. Le master 2 environnement dont je vais parler rapidement, comprend différents contenus qui sont, je pense, des thématiques qui vous parlent, sur l'économie circulaire. Ils ont des projets RSE en commun. On va parler de droit de l'environnement, de normes environnementales, de l'anglais également. Voilà, je vous passe les éléments, mais globalement, on arrive à essayer de travailler sur tous les enjeux de transition en entreprise, en collectivité. Ils sont en capacité à la fin de travailler et d'avoir une vision et de pouvoir structurer des éléments avec les parties prenantes, d'élaborer des stratégies de com. Parce que la particularité, en fait, de notre master, vous l'avez vu, il est à moitié RSE, à moitié communication. Il existe depuis 20 ans. Voilà, ça c'est un exemple des créations qu'ils peuvent faire. Donc ils sont en capacité à la fois de faire de la communication, mais aussi de l'animation, de la coordination de projets. Voilà, et ça, ils ont monté un projet de A à Z à l'université le mois dernier, il y a 2 mois. Voilà, en se débrouillant, en contactant les prestataires, en organisant et la communication et les événements. Voilà, ce master, on essaye aussi, nous aussi, de l'ancrer au maximum sur le terrain. Donc il y a des visites de terrain, ils rencontrent pas mal de professionnels, que ce soit en extérieur ou pendant leurs cours. Ils ont plusieurs formes d'évaluation. Et donc cette année, par exemple, là, je n'ai pas les petits logos moi, sur le Master 2, mais c'est pas grave. Ça, c'est les entreprises qui accueillent nos alternants, qui sont une vingtaine. Donc vous voyez, il y a Orange, Bouygues, le Parc Astérix, Boutis, c'est ici présent, BBCA, le SICTUB, le syndicat d'eau, SPI, ADP, Mobilian, Suez, Crédit Agricole, Computa, Texiel, Total. Et puis voilà, 92 Habitat, la mairie d'Orly, CY Fondation, Saint-Denis. Donc effectivement, nous, on connaît la valeur de ce master et à l'université aussi, donc on en prend régulièrement, mais on trouvait ça effectivement beaucoup plus intéressant de pouvoir
laisser les professionnels parler et puis une étudiante parler un petit peu pour expliquer concrètement voilà, sur comment la partie théorique que nous qu'on donne à l'université, évidemment la pratique se fait en entreprise hein, sur cette deuxième année. Il y a vraiment une complémentarité entre, on va dire, la partie un peu théorique, même si elle est donnée par des professionnels, et la partie plus pratique. Alors effectivement, un alternant, hein, pour ceux qui en prennent, vous le savez, c'est un parcours exigeant. Hein. Ils ont beaucoup de responsabilités et de travail, hein, puisqu'ils doivent cumuler les deux. Donc c'est assez éreintant et fatigant pour eux de cette année-là. Mais elle est aussi très enrichissante. Alors je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui. Merci. Donc Denis Silio, je suis président de la société Boutis. Peut-être vous présenter très rapidement la société pour comprendre un peu aussi les engagements RSE qui nous sont induits en fait par nos activités. Nous, on est une société spécialisée dans la distribution d'eau potable. Donc c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Et la particularité de cette activité, c'est qu'on est sur des réseaux de distribution qui sont très vétustes. Donc il y a énormément de déperditions, énormément de fuites. On peut atteindre sur certaines agglomérations jusqu'à 30%. Donc 1000 litres produits, 300 perdus. Voilà. Donc nous, on est également une entreprise du territoire. Ça fait 30 ans qu'on est sur l'agglo. On est une PME. Et le gouvernement, prenant conscience de ces grandes déperditions, et puis pour préserver les ressources naturelles, a mis un plan d'investissement, les 53 mesures pour l'eau, pour réduire le prélèvement dans les nappes phréatiques et les ressources naturelles, pour économiser 10% de prélèvement d'eau. Voilà. Donc pourquoi on a un engagement fort RSE? Voilà, c'est pour ces raisons. Monsieur Lecam, vous avez raison aussi tout à l'heure de dire qu'il faut que les entreprises se donnent des objectifs. Donc, je ne sais pas si on peut changer. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a bien évidemment, au-delà des engagements sociaux, d'accompagnement envers notre personnel et ainsi de suite, on a pris 2 piliers. Le zéro déchet. Pour rappel, on est une entreprise de BTP et on va y arriver. Voilà, on est presque au rendez-vous. Et puis une réduction du CO2 de façon massive. Voilà. Et là où l'apport d'un alternant et puis de développer le RSE nous est primordial aujourd'hui, au-delà de ce qui a été rappelé tout à l'heure sur les réponses à appel d'offres, qu'aujourd'hui prend une grosse part, grosse part de notation qui est très importante. Aujourd'hui, on a la réduction du CO2 va nous être possible grâce à des investissements. Alors, des investissements de 2 ordres sur du nouveau matériel. Bon, je passe rapidement la technique, sur de l'éclatement, du forage dirigé, c'est des machines très coûteuses, mais également sur l'investissement dans un site sur l'agglo qui va être dédié aux collectivités et au réseau d'eau. Et la RSE, en fait, en améliorant nos scorings, nous permet aujourd'hui d'attirer des investisseurs pour pouvoir poursuivre le développement et la croissance de l'entreprise, mais également des financements et également à des taux avantageux. Donc ça, c'est la surprise en fait qu'on n'avait pas imaginé. Et puis, pour parler de l'apprentissage, et puis là, je vais laisser développer Rania sur ses missions au sein de l'entreprise. Nous, aujourd'hui, ça nous apporte beaucoup. C'est de la jeunesse qui arrive, du sang nouveau, un regard neuf, et puis surtout un accompagnement de l'université pour la qualité de ses formations et son suivi aussi au travers de toute la vie, la période en tout cas où l'alternant est chez nous. Voilà. Donc je peux peut-être laisser passer la parole à Rania. Parfait. Donc bonjour à tous, j'espère que le micro fonctionne. Je m'appelle Rania Eni, je suis étudiante en Master 2 RSE Communication et Environnement à l'Université de Cergy, donc en alternance. J'ai choisi de poursuivre mon parcours en alternance pour tout d'abord, dans un premier temps, mettre un pied dans le monde professionnel et puis mettre en pratique ce que je faisais en cours dans un cadre plus concret et pour faciliter mon insertion professionnelle donc, par la suite. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise Boutis en novembre, donc, en tant que chargée RSE. Donc, en tant que chargée RSE, et j'ai découvert un environnement où les sujets environnementaux, sociaux et de RSE en manière générale étaient vraiment au cœur des préoccupations au sein de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a tout de suite beaucoup plu, forcément.
Je dirais que le maître mot de mon alternance, c'est polyvalence, parce que j'ai des missions vraiment très différentes. Donc les journées ne se ressemblent pas. Mais de manière générale, je m'occupe du déploiement de la stratégie RSE au sein de l'entreprise. Donc ça implique la mise en place des certifications environnementales, donc de type ISO 9001 par exemple, sur laquelle on bosse en ce moment, qui est en cours et qui est essentielle pour garantir une bonne qualité des prestations au sein de l'entreprise. Je m'occupe également de missions... je m'occupe de l'amélioration de la notation EcoVadis, donc, qui est une évaluation qui mesure les compétences RSE des entreprises. Donc c'est un défi passionnant pour moi parce que ça me permet de contribuer directement à l'amélioration des pratiques RSE donc, de l'entreprise. Donc c'est très très intéressant. Il faut savoir aussi que chez Bootis, on a une vision qui est une forte envie, on est animé par une forte envie qui est de pratiquer notre activité, mais tout en respectant l'environnement. Donc on a une vision qui est claire et on veut à tout prix réduire notre empreinte carbone. Et c'est là que j'interviens dans la coordination de missions et d'actions donc en rapport avec le calcul de notre bilan carbone, l'identification des axes d'amélioration donc suite au bilan carbone, et puis forcément vient la partie de l'établissement du plan d'action, donc en proposant des solutions concrètes. Et pour finir, je joue un rôle clé aussi dans la communication interne et externe de l'entreprise. Donc c'est primordial de sensibiliser les collaborateurs et les parties prenantes sur les sujets environnementaux, sociaux et de RSE de manière générale. Donc voilà, afin de créer une culture d'entreprise plus responsable et qui est alignée avec les valeurs de l'entreprise Bootis. Voilà, donc en dernier, je tiens à remercier donc, mon tuteur universitaire et puis Denis et Bootis de m'accompagner pendant mon alternance et surtout de m'avoir fait confiance en me confiant des missions très responsabilisantes et très très formatrices. Et je tiens aussi à dire que c'est important d'encourager des initiatives pareilles parce que c'est vraiment l'aboutissement concret de l'engagement à long terme des entreprises au niveau territorial. Et voilà, parce que ça permet vraiment de former les talents de demain et c'est de la RSE pure et dure, quoi. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. S'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question. C'est parce que vous avez abordé un sujet où je suis aussi très, très présent pour vérifier. C'est toute la partie certification ISO 9000, et vous avez dit 9001. Est-ce qu'il y a des certifications ou des exigences qui sont avec toutes les stades de la norme ISO 9000 pour la production, ça va être ISO 9002, la maintenance ISO 9003. Est-ce que là également, il y a des exigences de la RSE dans ces domaines-là qui permettraient de trouver aux entreprises un saignement beaucoup plus réduit que ISO 9001, ça, la partie étude, conception, ça me semble étude d'autres entreprises. Donc est-ce qu'il y a ce type de séparation entre les exigences RSE quand on parle ISO 9000? Je pense que c'est une très bonne question parce que c'est le sujet de mémoire de Rania. Voilà. Du coup, je te laisse peut-être répondre et puis. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, mais la norme ISO. Pardon. Mais la norme ISO 9001, c'est une norme de qualité, du coup, afin d'assurer la satisfaction client, etc. Donc, c'est le management de qualité au sein de l'entreprise. Mais il y a différentes, normes ISO pour différentes thématiques. Je ne sais pas si... En fait, j'ai bien compris la question. Il existe des ISO RSE. Nous, le choix de l'entreprise, c'était de s'améliorer sur le RSE
coûte que coûte. En parallèle, on avait déjà fait des évaluations via EcoVadis, pas ISO mais EcoVadis, et on s'est aperçu qu'en fait pour améliorer nos scorings, on était obligé de passer par l'ISO. Et en fait l'ISO c'est pas une fin en soi, en fait ça devient un outil pour progresser sur la partie RSE. Voilà. Je pense que c'est un vrai sujet qui pourrait être même un partage sur la partie norme, parce qu'on a aussi une réflexion sur l'entreprise. OK. On a une réflexion comment produit l'entreprise. OK aussi. Et comment le produit est également. Le produit construit, manufacturé, est-ce que lui aussi respecte certaines règles d'environnement. Donc, pour je dirais, toute la partie diminution des déchets, etc. Dans le bâtiment, vous êtes dedans, quoi. Et donc, c'est un peu ça que je voulais entendre, quoi. Je vais peut-être pouvoir vous répondre. Ce que font les grands comptes vis-à-vis d'eux-mêmes et de leurs sous-traitants, c'est qu'ils calculent la réduction d'empreinte carbone. Et en fin de compte, c'est ça le tempo. C'est-à-dire ça va permettre de mesurer le résultat de l'ensemble des actions d'empreinte environnementale. Donc c'est un peu... D'un côté, il y a la réduction de l'empreinte carbone, de l'autre côté, l'EcoVadis, puis les certifications se mettent au milieu. Les certifications, elles sont lourdes quand même. Donc pour commencer, c'est bien de commencer par un EcoVadis, c'est déjà un bon gros travail. Et puis ensuite, on peut décliner. Et en parallèle, de toute façon, les gens vont vous demander de calculer votre empreinte carbone. Il n'y a pas d'autre solution. EcoVadis le demande. Oui, bien sûr. Parce que moi, de ma connaissance de la RSE, il y a quand même l'ISO, si on parle toujours en termes de normes, il y a l'ISO 26000 qui est celle qui doit être utilisée. Et pourquoi ne pas s'être appuyé sur celle-là pour décliner la RSE au sein de l'entreprise ? Du coup, pour décliner la RSE, nous, dans un premier temps, on a opté pour EcoVadis directement. Donc, on s'est dit que ça allait être plus complémentaire d'être certifié ISO 9001 que de, entre guillemets, surenchérir avec une autre norme typique RSE. Parce qu'en soi, EcoVadis, c'est une évaluation qui va mesurer les performances RSE. Donc c'était plus une démarche complémentaire plus qu'autre chose. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai un peu l'impression. Oui. Je crois En fait, les normes ISO RSE et EcoVadis, je pense que sont comparables, j'imagine. Mais en fin de compte, nous, on a opté pour EcoVadis parce qu'en fin de compte, ça nous a été imposé par nos clients, ça nous a été demandé par nos organismes financiers, et puis nos fournisseurs aujourd'hui sont également audités EcoVadis. C'est-à-dire que la toile d'araignée, entre guillemets, est assez tissée, et les acteurs économiques qui ont commencé à mettre le doigt dans EcoVadis, maintenant, ils sont embarqués. Et tout le monde se tient, puisque moi, je vais améliorer le RSE de mon client et mon fournisseur va améliorer ma cotation. Donc, on va dire que par simplicité et pour rester pragmatique, on est resté sur cette démarche-là en essayant de l'améliorer, de la pousser au maximum. Voilà. Au niveau des normes, en fait, ça donne les fondamentaux, puisqu'il faut avoir des procédures qui expliquent comment est-ce qu'on doit structurer, comment on doit procéder à du recrutement, comment on doit mettre en place de l'éco-conception, comment on doit mettre en place le tri des déchets. Et en fait, ça permet de structurer. Donc l'ISO 9001, c'est pour la satisfaction du client. Vous avez l'ISO 14001 qui est pour l'environnement, donc c'est votre système de management environnemental. Et ensuite, vous avez la 45001 pour la sécurité. Donc ça vient un peu toucher le côté QVT ou QVCT qu'on peut retrouver au niveau de la RSE. Donc c'est pour ça que ces normes-là, ces trois normes-là sont vraiment la base. Mais, il faut bien avoir un mais, dans ces trois normes, il n'y a pas la notion financière que l'on retrouve au niveau de la RSE. Et justement sur l'ISO 26000, il y a en plus cette partie-là. Donc ça vient rajouter cet aspect financier pour que la société soit économiquement viable. Donc pour info, EcoVadis,
c'est une évaluation de la maturité du système qui est mis en place au sein de la société en matière de RSE. Donc vous avez plusieurs niveaux et cette évaluation se fait sur une plateforme. Voilà. Merci. Tu as bien choisi ton sujet, j'ai l'impression. Pardon ? Elle a bien choisi son sujet. Moi j'avais une... Bonjour, désolé pour le retard, j'ai pas tout suivi, donc je vais... Alors, C'est reparti. Non, je voulais vous poser une question justement par rapport à ce sujet EcoVadis, qui revient toujours, je suis aussi consultant, donc j'ai aussi ces exigences-là de la part de mes clients qui veulent se faire accompagner sur EcoVadis. Moi ce que je me demandais, ce que je vois un peu, c'est qu'il y a une sorte d'évidence à recourir à EcoVadis parce que ça devient reconnu à l'international, etc. Moi, c'était plutôt une question pour vous. Comment vous l'avez ressenti, cette pression-là, de la part de vos clients ? Est-ce que pour vous, le fait de passer par EcoVadis, vous l'avez vécu plutôt comme un choix, comme une exigence où vous n'avez pas tellement le choix, ou alors comme quelque chose de légitime, parce que finalement, il y a d'autres normes plus robustes qu'EcoVadis pour évaluer la maturité d'une entreprise. Donc voilà, comment vous avez vécu cette pression-là de la part de vos clients, quoi ? c'est le patron. Là. C'est le patron. En fait, on l'a plutôt pris comme une chance parce que elle nous est pas arrivée cette année comme ça, un peu au pied levé, en disant voilà, faut vraiment une bonne note, sinon ça va être compliqué pour vous. On a été sollicité il y a déjà quelques années. Donc les audits étaient quand même assez light, assez également accessibles pour des PME. Et puis on a pris conscience qu'en fin de compte, du fait du contexte de l'entreprise et puis des engagements aussi de la direction et puis sociétal, qu'on avait une carte à jouer pour améliorer, développer. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant, aujourd'hui, notre RSE n'est plus utilisé uniquement pour répondre et pour valoriser nos appels d'offres. Et c'est là où c'est surprenant, c'est qu'économiquement, on a des taux, on a de l'argent, on a des fonds qui viennent nous voir aussi, parce qu'on a des engagements RSE et qui ne sont pas forcément normés ISO et compagnie, parce que y a la com qui est mis en avant au sein de la formation, qui fonctionne en fait mieux. Voilà. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Et puis vis-à-vis des collaborateurs, je pense que tout le monde est plus détendu, mieux dans l'entreprise. Voilà. Donc plutôt comme une chance. Voilà. Merci. Juste pour apporter un peu de distance aussi par rapport à EcoVadis sur la question de la robustesse de la notation. Il n'y a pas tellement d'audit sur EcoVadis, c'est une évaluation, il y a une plateforme en ligne, il n'y a pas d'audit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un de tiers qui va vérifier la véracité de ce qui est avancé, etc. Est-ce que ça, pour vous, c'est plutôt une chance, comme vous dites, parce que ça rend l'évaluation plus accessible, ou c'est pas aussi un peu un danger sur la diffusion de cette notation, sur le fait que notamment, finalement, on met pas ce qu'on veut derrière EcoVadis, mais sans audit de tiers indépendants, comme les normes ISO ou les normes Lucie 26000, etc., il y a quand même un auditeur qui vient. Est-ce que vous pensez pas que c'est quand même un peu dangereux sur le long terme d'avoir un manque de robustesse de cette notation qui se diffuse et qui devient un peu une évidence pour toutes les entreprises ? Je pense que quand ils auront maillé le maximum du secteur et de l'activité, je pense qu'ils rentreront peut-être plus dans le dur. Ça, c'est une conviction. Après, il me semble que les documents sont aussi partagés. Alors peut-être pas l'ensemble des documents, mais les informations qu'on communique sont disponibles à travers la plateforme à nos clients, mais à nos fournisseurs, en fait, à ceux qui ont accès. Donc entre guillemets, c'est de l'autocontrôle. Et puis nous, pour mémoire, quand même, on a des auditeurs, on a eu quand même des personnes en ligne. Alors je ne sais pas s'ils étaient pas en Espagne ou en France, je ne sais pas trop, mais on a un interlocuteur EcoVadis, un correspondant, qui nous semble avoir pris le temps. Après, nous, l'idée, c'est vraiment de s'améliorer tout simplement, voilà, et sans chercher forcément à... Non mais je pousse un peu, je fais exprès, je fais la Non mais il n'y a pas de souci, je réponds franchement, voilà. Non, merci, après, encore une fois, l'ISO qui peut être contrôlé et ainsi de suite, ça nous a été en fait très utile pour s'améliorer,
pour performer sur le RSE. Voilà, c'est vraiment la leçon qu'on a. Voilà. C'est pour ça qu'on a. Nous, on n'avait pas besoin d'ISO, entre guillemets. Enfin, on n'en ressentait pas le besoin de façon technique, qualitative et ainsi de suite, parce qu'on est dans un environnement, entre guillemets, on l'avait fait naturellement. On travaille sur l'eau, de l'eau potable, hein, donc on a beaucoup de process. C'est peut-être paradoxal, mais on l'avait pas, on n'était pas rentré dans des cases ISO. Bon, voilà, on était entre guillemets passé à travers les gouttes jusqu'à présent. Aujourd'hui, grâce ou à cause, je sais pas, du RSE, ça nous a imposé d'engager une démarche ISO 9001 pour améliorer nos process qualité, pour améliorer et être plus performants sur l'éco-VADIS. Voilà. Ok, merci. On va passer à la suite des interventions. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais laisser la place à Nathalie Chassan-de-Motin, donc ambassadrice RSE au sein de cette belle école qu'est les CIT. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc effectivement, je porte la RSE au sein des CIT depuis 1 an maintenant. Et ce que je vous propose dans ce témoignage, c'est je vais vous donner quelques éléments de contexte en fait pour vous expliquer comment on a vécu, nous, l'arrivée de la RSE à SCIT. Alors, voilà, ça c'est le déroulé, je passe, vous le découvrirez. Donc, tout d'abord, quelques éléments sur la raison d'être de l'école et son environnement. Donc, SCIT, c'est une école gérée par la Chambre de commerce qui gère un certain nombre d'écoles prestigieuses. Et notre démarche RSE a donc été amorcée et portée aussi par notre organisation. Donc en fait, la Chambre s'est dotée, en tous les cas, la partie enseignement-formation, s'est dotée d'une raison d'être, faire grandir tous les talents tout au long de la vie et s'engager ensemble pour contribuer au développement responsable des entreprises et des territoires. Donc là, on touche déjà des éléments qui ont été évoqués par les personnes précédentes, c'est-à-dire qu'on est sur beaucoup de bon sens, on est sur de la proximité et on est aussi sur de l'humain et de la responsabilité humaine. Donc, SCIT, je vais passer rapidement. Hein, c'est une école aujourd'hui qui forme essentiellement au métier du numérique. On existe depuis 36 ans sur ce territoire. On a eu plusieurs noms, ITIN, ITESIA, etc. Maintenant, c'est une jeune école d'ingénieurs qui forme 1200 étudiants chaque année et qui a pour vocation, bien sûr, de les former, de les professionnaliser pour qu'elles intègrent vos entreprises. Donc, nos domaines d'expertise, l'informatique, la robotique, le développement informatique et tout ce qui est domotique et smart and green building. Et en fait, on a 4 programmes différents. Donc, une toute jeune école d'ingénieurs, des programmes experts que l'on développe historiquement sur des formations qui vont du bachelor jusqu'au bac plus 5. La Coding Factory, qui est également implantée sur le territoire de Cergy, mais aussi à Paris. Et on porte un programme Executive Education, donc de formation continue pour aussi la reconversion, l'expertise et la reconversion professionnelle dans les métiers du numérique. Alors, cette école d'informatique qui est jeune, hein, cette école d'ingénieurs qui a 3 ans d'existence maintenant, en fait, elle s'est positionnée sur 3 engagements prioritaires, l'égalité des chances. Et dans l'égalité des chances, un élément qui nous tient à cœur, à nous, école de la tech, c'est d'engager davantage de femmes dans les métiers du numérique. Aujourd'hui, le numérique est encore trop masculin et à l'heure où l'intelligence artificielle évolue, devient apprenante, auto-apprenante, etc., il est notamment hyper important qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui contribuent à développer ces systèmes qui sont maintenant apprenants, et vous utilisez tous aujourd'hui ChatGPT ou équivalent, et du coup il faut aussi qu'il y ait de l'intelligence féminine qui sorte de ces systèmes, et c'est la raison pour laquelle toutes les écoles d'ingénieurs, et dont SCIT fait partie, sont amenées aujourd'hui à aller encourager
au plus petit niveau, hein, puisqu'on va jusque dans les écoles primaires, les filles à s'engager dans les métiers de la tech. Donc ça, c'est vraiment un des engagements très forts. Bien évidemment, sur les aspects enseignement et recherche, aujourd'hui, on essaie de travailler au plus près des besoins des entreprises. Et donc, en fait, on veut davantage développer nos aspects, nos travaux de recherche, nos laboratoires, en incluant les entreprises pour qu'elles soient partie prenante de nos activités. Et enfin, le numérique responsable. Le numérique, c'est génial. On utilise toutes ces applications tous les jours, etc. En revanche, on ne peut pas ignorer l'impact environnemental de ces technologies. Et notre objectif à nous, écoles, c'est aussi d'amener les étudiants à les former sur plus de technologies et plus d'expertise, mais aussi en intégrant une conscience numérique et environnementale, et de les amener à faire des choix techniques, parfois consommateurs d'énergie, mais qui soient responsables et qu'on sache exactement pourquoi on le fait, et non pas de le faire gratuitement comme ça peut encore être le cas aujourd'hui. Donc voilà nos engagements SIIT. Alors, à ce stade, en fait, je reviens sur quelques éléments de contexte qui nous animent aujourd'hui et qui nous accompagnent en fait dans la construction et le déploiement de ces engagements. Tout est parti d'un constat lié au changement climatique et d'une impulsion gouvernementale, puisque aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur nous amène à aller vers une transition écologique des enseignements. Donc, au niveau de la Chambre, pour l'ensemble de ces activités, il y a un plan stratégique qui a été développé, qui s'appelle Ambition en interne, un plan interne, qui s'appelle, le nom de code, c'est Ambition 2025. Et par exemple, la fresque du climat a été le choix retenu par la Chambre pour sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs au changement climatique et aux transformations qui devaient s'imposer. Donc, tout d'abord, la Chambre a commencé à déployer la fresque du climat. Elle est encore en train de le faire avec un objectif de former plus de 50% de ses collaborateurs là pour le mois d'octobre. Et parallèlement, elle s'est engagée en fait dans une labellisation un label en fait de référence sur la RSE, qui est le label Lucie 26000. Donc on parlait tout à l'heure des normes, notamment de la norme ISO 26000 qui est la norme de référence. Le label Lucie a été retenu parce que c'est un label qui est moins exigeant. La Chambre de commerce, de par ses activités, n'est pas non plus une industrie lourde, mais plus dans le service et l'accompagnement du développement économique. Et donc, pour le coup, ça a été ce label-là qui a été retenu. Et en parallèle, sur la dimension éducation, à la Chambre, en fait, il y a donc la raison d'être du groupe éducatif qui s'est déployé et qui est en train de se déployer dans les écoles avec des plans d'action qui sont annuels et qui sont évalués et mesurés en interne. Et ce qu'on est en train de faire pour certaines des écoles aujourd'hui, certaines des écoles sont déjà labellisées. Il y a un label spécifique pour l'enseignement supérieur qui est le label DDRS, Développement durable et responsabilité sociétale. Et certaines des écoles comme le SCP, l'ESSEC sont déjà labellisées. Et c'est une des actions qu'on est en train d'entreprendre au sein des CIT. Donc voilà pour le contexte et ce qui nous amène à avancer dans ce domaine. Alors maintenant, quels sont... Alors, comme je ne savais pas ce qui serait dit avant, etc., j'ai élargi aussi sur ce que sont les objectifs de développement durable, en fait, sur lesquels sont basés notamment le label Lucie 26000, le label DDRS, et ça reprend ce qui a été évoqué également. Ce sont 17 objectifs et engagements sur lesquels les entreprises et les organisations qui souhaitent s'engager dans la RSE se positionnent pas forcément sur tout, parce qu'on n'a pas tous vocation à agir sur les 17 leviers, mais en tous les cas, chacune des organisations choisit 3 ou 4 objectifs de développement durable sur lesquels intervenir
et se positionner. Donc voilà, j'ai repris ici le ISO 26000. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'UCI 26000 est tout à fait, enfin est une approche une approche complémentaire, enfin différente de l'ISO 26000, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'amener les entreprises sur un contexte un petit peu moins contraint, dans une démarche de progrès et en fait à s'améliorer sur la dimension de la RSE. Donc aujourd'hui, sur ces approches-là, il y a 7 piliers, donc on part de 17 objectifs de développement durable qu'on évoquait tout à l'heure, et on se recentre sur 7 piliers relatifs aux consommateurs, à la loyauté des pratiques, à l'environnement, aux conditions de travail, aux droits de l'homme et au développement local. Donc là aussi, des points qu'on a tous évoqués lors de nos interventions. Et bien évidemment, au centre de tout, il y a l'organisation, puisque pour que ça fonctionne, c'est une démarche qui doit être portée au plus haut niveau de l'organisation de l'entreprise. Voilà. Et sur le même principe, le label DDRS reprend les sujets liés à la qualité de vie, la politique sociale de l'entreprise, la stratégie, la gouvernante, etc., mais en intégrant la dimension enseignement, puisqu'il est plus spécifique pour les écoles d'enseignement supérieur, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Et voilà. Et pour le coup, alors je suis allée un petit peu vite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais typiquement, ça, c'est la stratégie en fait, à déployer quand on veut rentrer dans une labellisation DDRS. C'est-à-dire que à chaque élément d'organisation dépend des actions à mettre en œuvre. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de mesure des résultats, etc. Et nous sommes labellisés à partir du moment où, sur un certain nombre de ces leviers, on a démontré qu'on était en capacité de tenir ces engagements sur, je prends au hasard, une gestion durable du cadre de vie, sur une politique de recherche en lien avec la DDRS. Alors, maintenant, quelques exemples, enfin du moins en tout cas des exemples qu'on a mis en œuvre en lien avec les entreprises. Donc pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, la féminisation des métiers, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pour ce faire, en fait, nous avons travaillé avec des entreprises qui accueillent régulièrement nos apprentis. Notamment Soprasteria, en fait, qui a développé un programme qui s'appelle Hello Tech Girls. Et en fait, Soprasteria a souhaité engager les écoles d'ingénieurs avec lesquelles il travaillait pour aller rencontrer les jeunes filles le plus tôt possible, puisque aujourd'hui, en fait, on se rend compte que au-delà de l'orientation post-troisième, post-bac ou post-troisième, on est vraiment sur des stéréotypes de genre et que pour arriver à investir davantage les filles et les femmes dans la tech, ça démarre le plus tôt possible à l'école primaire quand elles commencent à se projeter sur ce qui pourrait être leur futur, et ensuite au collège le plus tôt possible, en 6e, 5e, etc. Et donc, pour le coup, nous, on était très intéressés de travailler avec Soprasteria sur ce projet. Et en fait, on a comment dirais-je, mobilisé des étudiantes volontaires au sein de l'école qui se sont constituées en association. Donc aujourd'hui, on a une toute nouvelle association SCIT qui s'appelle les Demoiselles de la Tech. Et en fait, ces jeunes filles sont aujourd'hui en contact avec des collèges. On est en contact également avec une école primaire pour pouvoir justement aller à la rencontre des plus jeunes. Et en fait, le créneau qu'elles ont choisi, c'est vraiment, alors à la fois de témoigner, parce qu'elles ont un rôle modèle en fait, en disant, ben voilà, moi je suis une fille, j'ai choisi la tech, oui, je fais des études où on est 3 filles, 4 filles par session, mais c'est super, etc. Donc elles vont déjà apporter ce témoignage-là, mais aussi elles viennent avec leurs robots, leur expérience de la cybersécurité, etc. Et elles vont
parler métier avec elles pour leur faire découvrir ce que c'est et désacraliser le fait que derrière la tech, il y a obligatoirement des études compliquées en mathématiques, des prépas ou des choses comme ça. On arrive sur une approche extrêmement concrète. Donc ça, c'est un des exemples et c'est ce qui nous a porté toute cette année et qui va nous porter encore l'année prochaine. Alors, j'ai souhaité aussi mentionner l'association Bicomtech, qui est une association qui œuvre aussi pour la féminisation des métiers du numérique. Et en fait, cette association organise un bootcamp. Elle a plusieurs programme d'ailleurs qui investit les jeunes filles en fonction de leur âge, collège, lycée et au-delà. Et elle organise un bootcamp que de filles, avec des filles, pour les amener justement à prendre confiance en elles et à envisager un futur dans les métiers du numérique. Et on a 2 étudiantes qui ont participé à ce bootcamp l'année dernière. Et en fait, parmi ces 2 étudiantes, il y en a une qui veut monter une entreprise et qui aujourd'hui est à fond. Elle veut en fait proposer des modules de formation pour les gens de la NASA. Donc on est vraiment sur un haut niveau d'ambition. Et une autre étudiante qui est une des coprésidentes des Demoiselles de la Tech. Donc en fait, cette association est vraiment porteuse d'engagement et d'initiatives ensuite réelles qui se réalisent par rapport aux jeunes qui ont suivi leur parcours. Donc en fait, on travaille régulièrement avec eux et notamment, on incite nos étudiantes à participer à leurs différents programmes. Ensuite, la société Orange. Donc Orange est aussi un partenaire historique de l'école. Et comme toutes les grosses structures, ils ont des programmes pour valoriser les femmes qui s'engagent dans les métiers de la tech. Et donc là, chaque année, il y a un gros événement qui s'appelle Hello Women. Et en fait, on engage tous nos jeunes admis, nos étudiantes, etc., à participer à cet événement. Je peux citer également le 8 mars, la puissance du lien, où chaque année, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, il y a de nombreux événements, et notamment celui-ci. Là encore, ce sont des événements réservés aux femmes qui sont extrêmement inspirants, qui travaillent sur la sororité et qui les amènent aussi à gagner confiance en elles et à créer leur parcours en fait, dans des milieux qui sont encore très masculins. Et autre exemple également avec Immedia Group. Immedia Group également, qui est une ESN et qui a son programme Women in Immedia, qui se décline un petit peu de la même manière que celui d'Orange Hello Women, et qui nous amène à la fois à emmener nos étudiantes et à le faire découvrir aussi à des plus jeunes qui envisageraient d'intégrer des écoles d'informatique. Alors ensuite, par rapport à l'égalité des chances, donc là je vais passer plus rapidement, mais l'égalité des chances est aussi un des leviers bien évidemment de la RSE. Et c'est vrai que quand on est une école d'ingénieurs et notamment quand on est une école comme SCIT où on a des parcours très divers, on forme des ingénieurs mais pas que, il est très important pour nous d'aller faire connaître nos métiers. Alors là, bien évidemment, aux filles, mais aussi aux garçons. Donc, dès la 3e, par exemple, on participe aux rencontres de l'orientation qui sont organisées par les SEC chaque année. Au forum, on a des actions avec CY également pour les étudiants qui se sont un peu perdus à l'université et qui voudraient rejoindre des programmes un peu plus techniques, etc. Donc ça, c'est un des leviers qui entre dans la RSE. Et comme le disait Philippe Beaune en introduction, effectivement, on se rend compte quand on entre dans la RSE que tout n'est pas à faire parce qu'il y a déjà plein de choses qu'on réalise déjà au quotidien et qu'il s'agit aussi de mettre en musique et de mettre en valeur pour l'inscrire dans le plan d'action RSE de la structure. Alors, pour ce qui concerne les programmes à impact, comme je le disais, aujourd'hui, en tant qu'école, nous devons de mettre en place des modules
et des programmes qui vont permettre en fait à nos futurs étudiants de transformer le monde. Donc on a pour cela des enseignements liés à l'éco-conception de services numériques par exemple, des spécialités de diplômes qui sont déjà orientées développement durable. Voilà, c'est le cas aussi pour les travaux de recherche qui peuvent être réalisés au sein du laboratoire ETIS, par exemple, avec lequel nous collaborons, puisqu'en fait, on recherche aujourd'hui, on est sur des sujets de recherche qui vont vraiment toucher le quotidien des personnes et améliorer la vie, par exemple, des personnes âgées ou autres. Là aussi, on part dans une dimension de recherche technologique liée au bien-être collectif. Voilà, et la formation tout au long de la vie, bien évidemment aujourd'hui les métiers du numérique sont en tension et en fait la reconversion des personnes qui souhaitent changer de vie professionnelle est aussi un des leviers pour former des gens au développement informatique ou à la cybersécurité par exemple. Alors, le numérique responsable et la transformation des enseignements. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu. Comment ça s'est passé et comment ça se met en œuvre à l'école. Tout d'abord, on a commencé par créer une charte d'engagement des DRS que l'on partage en fait avec l'ensemble de notre communauté, les étudiants, les enseignants et les collaborateurs de l'école. Depuis la rentrée dernière, en fait, on organise des batailles de la tech. Cette année, ça sera peut-être des fresques du climat ou des ateliers d'automne. L'idée, là aussi, est de les sensibiliser dès leur arrivée aux problématiques du changement climatique et du développement durable. Tous les étudiants sont engagés dans un programme où on leur demande en fait de s'investir socialement, soit dans la vie de l'école, mais soit dans leur quartier, dans tout type d'associations qui vont leur permettre d'aller soutenir le développement local de la manière qu'ils auront choisi et qui les intéresse. Et on est en train de mettre en place là pour la rentrée prochaine un programme, un parcours d'acquisition de compétences liées à la sobriété numérique où chaque année des compétences seront validées dans le parcours des étudiants. Et je crois... Ah, et alors là aussi, je reviens sur les bénéfices pour les entreprises. Donc, c'est ce qu'on a déjà évoqué lors des précédentes interventions. Bien évidemment, il y a un avantage en termes de rétention des talents et de fierté d'appartenance. La fresque du climat, par exemple, c'est un moyen extraordinaire de communication interne et de cohésion, puisqu'en fait, les gens, dans une même entreprise, même s'ils travaillent ensemble depuis 10 ans ou 5 ans, ils apprennent à se connaître autrement sur des problématiques, sur des questions liées à la transition écologique. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour le coup, ça contribue aussi à la qualité de vie au travail. La fierté d'appartenance, en fait, tous les sujets qui sont liés lorsque, par exemple, un de nos anciens chercheurs publie dans une revue scientifique sur le fait qu'il a trouvé un module ou qu'il a contribué à l'émergence d'un module pour prévenir la chute, par exemple, des personnes âgées, on est tous très fiers que ce soit quelqu'un de notre école qui ait contribué à ces réalisations et à ces recherches. En termes de gouvernance, bien évidemment, aujourd'hui on est sur de la prévention et de la sensibilisation, mais je pense que la réglementation va arriver. Il y aura des contraintes de plus en plus fortes à l'avenir sur ces aspects liés à la transition écologique. Donc le fait d'y passer le plus tôt possible, ça permet un peu d'anticiper et de se mettre en ordre de marche, à la fois pour répondre au marché et effectivement aux appels d'offres, mais aussi pour répondre aux besoins des clients. Et donc là, ça permet de valoriser aussi la marque et les produits de l'entreprise. Voilà, j'ai essayé de faire vite ce grand tour d'horizon. Donc si vous avez des questions...
Merci. Bonsoir. Si on m'entend bien, si. Est-ce que vous pourriez nous communiquer le taux de féminisation de l'école, justement? Je pense qu'on est entre 11 et 15%, ce qui est un taux qui est assez faible. Mais les meilleures écoles sont peut-être à 20% aujourd'hui. Ouais. D'accord, merci. Voilà. Mais l'objectif pour la féminisation, c'est que dans 2 ans, 3 ans, on regarde les résultats. Parce que c'est aussi ça, la RSE, c'est que l'objectif, c'est de se donner des objectifs et de mesurer pour être dans une approche de progrès. La maturité de votre démarche, elle a été mise en place dès le début, dès la création de l'école ou pas du tout? Non, en fait, on a commencé à développer, ça fait 1 an qu'on est en train qu'on travaille là-dessus. Ouais. Donc c'est tout récent et c'est vrai que les initiatives que je partageais ont été mises en place cette année, donc avec des résultats qui ne sont pas véritablement mesurés. Aujourd'hui, ce que je mesure, par exemple, c'est que voilà, les demoiselles de la tech ont déposé leur statut. Elles sont un collectif de 6 ou 8 filles et des garçons aussi qui les rejoignent. Enfin voilà, aujourd'hui, on est vraiment en train d'accompagner la démarche, la structuration. Et notre objectif avec, par exemple, dans le programme Mellotech Girl l'année prochaine, c'est vraiment de créer un calendrier qui va permettre à toutes les parties prenantes de se rejoindre, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était prêt en fait à emmener un groupe de collégiennes, mais le collège était plus disponible. Ensuite, c'était le calendrier des Mellotech Girl. Enfin voilà, c'est des choses qui doivent se construire et se structurer dans la durée pour pouvoir pérenniser en fait et déployer. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre intervention. Quand vous dites ça fait 1 an, c'est seulement sur l'aspect féminisation ou c'est sur la démarche RSE de manière globale? C'est sur la démarche RSE qui est déployée depuis 1 année, simplement au sein de l'école. Ouais. Ah, ça fait beaucoup de travail en 1 an, bravo. Oui, mais c'est du travail, effectivement. Okay. C'est du travail. Après, c'est aussi un... là, je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est que c'est une démarche forte. Alors, à la fois de notre organisation et de notre système consulaire qui s'est mis en ordre de marche là-dessus. Donc, je dirais qu'on suit la gouvernance. Et c'est pour le bien-être collectif. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, l'ensemble de notre environnement est dans cette démarche-là. Donc c'est une démarche collective, c'est s'inscrire avec les autres là-dedans. Et en fait, on rejoint aussi, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, notamment par rapport à la féminisation des métiers du numérique. On a aujourd'hui besoin de communiquer avec des faits, des actions, un plan d'action, une stratégie, des valeurs qui vont nous permettre aussi d'accueillir les étudiants dont nous avons besoin et dont les entreprises vont avoir besoin dans 5 ans, 10 ans. Donc c'est une démarche de fond et globale. Et justement, par rapport à votre lien avec les étudiants, est-ce que la démarche a été structurée avec une approche un peu descendante, c'est-à-dire qui a été un peu structurée par la direction, qui est ensuite redescendue avec des actions à l'administration et puis ensuite envers les étudiants, ou vous avez eu des besoins, des exigences qui sont remontées de la part des étudiants, voire de vos partenaires entreprises, institutionnelles, etc. Un peu tout le monde, c'est-à-dire que les entreprises, depuis un moment maintenant, les entreprises nous demandent plus de femmes, etc. Et du coup, notamment Orange et autres. Donc, nous, on essayait de faire sans avoir de programme, c'est-à-dire qu'on mobilisait les jeunes filles qui étaient volontaires, etc. Donc ça, il y avait un besoin. Des étudiants aussi nous ont fait la demande du tri sélectif. On nous fait la demande, par exemple, de bornes électriques, enfin de tas de choses comme ça. Donc il y a des demandes isolées qui arrivent.
Et aujourd'hui, pour la première fois, en fait, ce qui a changé, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la gouvernance, ce qui a changé un peu les choses, c'est qu'on a un nouveau directeur académique qui est arrivé il y a 1 an, qui venait, lui, d'un environnement déjà industriel, puisqu'il a eu un parcours d'expérience chez EDF, etc. Et donc, c'était déjà des organisations dans lesquelles le développement durable était prégnant. Et pour le coup, sa vision en fait de l'enseignement dans une école d'ingénieurs aujourd'hui ne pouvait que passer par le développement durable. Donc à partir du moment où la direction académique souhaitait porter ce projet-là, ça a été aussi plus facile d'emmener une partie à la fois des collaborateurs, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, et puis d'aller vers une démarche structurée vers les étudiants. Et aujourd'hui, en 1 an, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté descendante à la fois de notre organisation consulaire, d'un nouveau directeur académique qui maintenant devient le directeur général, donc pour le coup qui a encore plus d'implication. Et là-dessus, ça nous permet de déployer plus aisément. Et surtout avec une vision stratégique en fait. Parce que si on avait voulu répondre à la demande, et c'est ce qu'on essayait de faire auparavant, parce que quand on répondait à un appel d'offres dans le cadre de la formation continue, etc., on essayait aussi de s'organiser pour être en phase et pouvoir remporter cet appel d'offres. Mais là, aujourd'hui, en tous les cas, moi, ce que j'ai fait depuis que je m'occupe de ce sujet, c'est que j'ai organisé cela autour d'un plan d'action, je l'ai raccroché à une stratégie, et ça nous permet de communiquer plus efficacement auprès à la fois de nos collaborateurs, mais aussi des étudiants, et notamment ceux qui arrivent. Depuis 2 ans, c'est vrai que moi, la rentrée, pour moi, c'est un élément très, très important, parce que ça permet d'expliquer qui on est, ce qu'on va faire et ce qu'on va faire ensemble, puisque l'objectif, c'est aussi d'engager les étudiants dans cette construction. Okay. Bonjour, bravo pour votre démarche RSE donc dans votre établissement. J'ai une question sur le pilier en fait de numérique responsable. Est-ce que pour les étudiants, il y a des cas concrets, des projets d'école, des ateliers concrets sur ce numérique responsable, ou alors ça reste un petit peu théorique? Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que jusqu'à cette année encore, ils ont travaillé sur des cas concrets. Certains ont eu des projets en lien avec le numérique responsable. Et notamment, moi je l'ai découvert il y a quelques jours, un groupe d'étudiants a travaillé sur une plateforme qui permettait justement pour les femmes en reconversion d'identifier leur profil personnel, leur parcours, etc. et d'aller en fait et leur proposer des métiers types vers lesquels elles pourraient se reconvertir dans les métiers du numérique. Donc c'était un projet étudiant donc, qui est arrivé spontanément en fait. Voilà. Sans ça, la plupart des autres projets restaient assez classiques, techniques. Voilà. En revanche, ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'est que l'ensemble des projets qui sortiront devront implémenter inévitablement en fait les sujets liés à un développement responsable de l'application. Et puis il y aura un bonus, parce qu'ils ne seront pas tous obligés d'aller vers des aspects sociétaux, parce que tout le monde, en fait, c'est ce qu'on... Je participais à un témoignage, c'est l'ESSEC qui est venu témoigner lors d'une réunion à la Chambre il n'y a pas très longtemps. Et en fait, dans la communauté des étudiants, en fait, il y a 20% d'étudiants extrêmement engagés sur la transition écologique. Il y en a, et puis il y en a d'autres, ils sont réfractaires, ils ne veulent pas en entendre parler. Et il faut aussi le prendre en compte. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est inciter, soutenir, valoriser. Voilà. Après, ils sont quand même adultes et ils prennent leurs responsabilités. Donc, effectivement, nous allons soutenir, valoriser et engager tous les soutiens qui seront en lien avec le développement durable. Voilà. Je suis très ravi pour votre démarche RSE. Et en fait, j'ai une question. Je souhaiterais tout simplement savoir, depuis que votre démarche a été mise en place,
qu'est-ce que vous avez pu identifier comme bénéfice en fait? Si on parlait du côté bénéfice, qu'est-ce que vous avez jusqu'à ce stade comme bénéfice en fait qui pourra illuminer certaines entreprises qui souhaitent en fait mettre en place la même démarche? J'ai quand même vu vos bâtiments, elles sont très perfectionnées du point de vue elles sont très perfectionnées, c'est ce que j'ai constaté. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice de votre démarche? Parce que la mise en place de cette stratégie RSE, elle doit être accompagnée d'une amélioration continue. Et qu'est-ce que vous avez comme profit, comme bénéfice en fait à ce stade? Merci. Alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire comme ça spontanément, hein, c'est que le bénéfice, il est plus lié au développement stratégique et au positionnement stratégique de l'école. Comme je le disais, SCIT, c'est une école à la fois très ancienne et puis jeune, qui a évolué en qualité d'école d'ingénieur, qui a changé de marque, etc. Tout cela dans une phase Covid. Enfin, la naissance n'a pas forcément été évidente, dans une transformation très profonde de la formation professionnelle, notamment par l'apprentissage. Donc, c'est une école qui est encore récente et qui doit encore se positionner sur son marché, en fait. Et le fait d'intégrer la RSE, hein, comme je le dis, c'est très récent, ça fait 1 an qu'on le formalise. On a fait un peu de la RSE sans le savoir avant, mais maintenant on le formalise. Aujourd'hui, pour moi, il est encore tôt pour comment dirais-je, en tirer vraiment les bénéfices. Moi, mon challenge, enfin du moins ma victoire personnelle, c'est la création de cette association étudiante des Demoiselles de la Tech, parce que quand les étudiants se fédèrent et sont motivés, ils déploient une énergie phénoménale et ils font plein de choses. Donc, ils ont déjà pris contact avec plein de collèges, etc. Donc là-dessus, voilà, ça c'est quelque chose qui est un point également positif. L'autre point également, c'est que dans notre stratégie d'évolution des enseignements, on organise là dans les prochains jours un séminaire avec les équipes pédagogiques pour les amener justement à penser la transition écologique des enseignements dès la rentrée prochaine, mais aussi à 3 ans et aussi à 5 ans. Et ça, ce sont des choses qui sont rendues possibles parce que l'école s'est posée, a mis en place une stratégie, est en train de développer maintenant cette volonté d'agir. Et ensuite viendront la mesure de ce que l'on retire, enfin de ce que l'on retire de cela. Donc ça va se mesurer en fait, je l'espère, en termes d'attractivité de l'école, tant pour les jeunes, avec le nombre de jeunes qui voudront s'inscrire dans nos programmes parce qu'ils vont les trouver complètement adaptés à leurs valeurs et à ce qu'ils recherchent, et aussi en termes de taux de placement des apprentis dans les entreprises qui vont préférer venir recruter des apprentis dans notre école que dans une autre école d'ingénieurs. Ça va se mesurer, mais je pense à 2 ans hein, sur ces effets-là. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la transformation. L'école se repositionne dès la rentrée prochaine avec une baseline école à impact des entreprises du futur. La communication va se mettre en œuvre, etc. Donc les résultats, après, en termes de comment dirais-je, de développement et de chiffre d'affaires, si je peux dire, même pour une école comme la nôtre, se mesurera à 2-3 ans. Aujourd'hui, on est plus sur du développement stratégique. En termes du plan d'action, est-ce qu'il y a eu une collaboration entre le service RSE, le service financier de l'école et le service environnemental pour essayer d'évaluer? Parce que les actions RSE, ils auront un impact financier certainement pour l'entreprise. Oui, tout à fait. Mais comment est-ce que vous avez évalué pour que cet impact ne puisse pas avoir des effets négatifs sur l'évolution de l'entreprise? Alors aujourd'hui, en fait, la RSE dans une école comme la nôtre, elle repose en fait sur une personne qui la déploie, plus deux ambassadrices RSE, plus une structure qui nous accompagne dans les services centraux
consulaire. Et pour le coup, les échanges, ils ont lieu avec la gouvernance, c'est-à-dire la direction financière et la direction de l'école. Donc aujourd'hui, il y a un budget RSE qui est construit, mais qui est basé essentiellement sur du temps homme, en fait. Donc voilà, il n'y a pas d'autres investissements. C'est une façon, en fait, la transformation écologique d'une école, c'est aussi la façon dont les équipes vont travailler différemment. Donc on est plus sur de l'accompagnement du changement que sur de l'investissement financier. Après, il y a quelques investissements liés à l'animation des fresques du climat ou à la participation à des séminaires, etc. Mais aujourd'hui, on est plus sur du temps homme qui est transféré, en fait, plutôt que de l'investissement. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci. Et pour clôturer nos moments d'intervention, je vais laisser la place à Jonathan Gruisson qui est chargé de mission en développement économique à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et qui va nous présenter l'engagement des entreprises au sein de la charte d'engagement territorial de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Juste ici. Finalement, l'objectif de cette charte, c'est de fédérer les acteurs économiques du territoire autour d'engagements territoriaux qui sont fortement corrélés à la responsabilité sociétale et environnementale. Aujourd'hui, les engagements sont répartis en 9 thématiques. Je vais aller assez vite, mais en gros, il y a toute la création d'entreprises, le lien avec le campus, tout ce qui est achat local, achat impact, évidemment la transition écologique et énergétique, tout ce qui est emploi, insertion, l'inclusion, la mobilité durable, c'est un thème fort de notre agglomération, et le lien avec le monde sportif et culturel, et ensuite devenir ambassadeur du territoire. Donc concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a 70 signataires. C'est une charte qui existe depuis 2018. Donc on va arriver sur on entre dans la 6e année d'existence de la charte. Concrètement, comment ça se passe? Sur ces 9 thématiques sont déclinées un certain nombre d'actions sur lesquelles les signataires peuvent s'engager. Donc les actions sont souvent, par exemple sur le monde culturel et sportif, ça peut être le soutien à des associations sportives ou culturelles. Voilà, donc ensuite l'idée c'est que chaque signataire, toute entreprise ou structure qui veut signer la charte s'engage sur des actions déclinées dans ces 9 piliers, au moins sur 2 actions, et expliquer pourquoi elles veulent s'engager sur ces actions. Les actions en général, soit des choses que les entreprises font déjà et qu'elles souhaitent valoriser dans le cadre de la charte, soit des choses, se dit tiens, ça c'est un défi pour moi, j'aimerais bien le relever et essayer de m'engager sur cette action-là. Aujourd'hui, l'intérêt de la charte, grosso modo, c'est de pouvoir... en fait, on n'est pas un organisme de certification, on ne fait pas d'évaluation poussée, avancée, etc. Mais on est plutôt un centre de ressources sur, concrètement, je vais m'engager sur la question de l'inclusion, comment je m'y prends, c'est pas évident, etc. Et donc nous, on va organiser des événements en lien avec ces thématiques-là, pour en faisant par exemple venir des experts, des témoignages de partenariats réussis. Et l'idée est de dire, ah bon, finalement c'est pas si difficile que ça, je peux le faire, voilà. Et aussi, il y a l'effet réseau qui est assez important, parce que l'idée, on n'est pas un réseau business, mais un réseau où les entreprises peuvent partager des bonnes pratiques sur les sujets qui concernent la charte d'engagement territorial. Donc, grosso modo, l'intérêt pour les entreprises, c'est vraiment de valoriser leur marque employeur. Bon, ça a déjà été dit, mais c'est vrai que sur notamment on le voit avec les entreprises,
Sur les difficultés de recrutement, il y a une forte sensibilité des jeunes à la capacité des entreprises à s'engager sur le plan local, environnemental, sociétal. Et ensuite, voilà, en gros, les principaux. Et du coup, on donne accès aux entreprises à voilà, des événements particuliers. Et on espère que ça génère à la fois des emplois et potentiellement des synergies entre inter-entreprises. Voilà, donc les signataires sont très variés, hein. On a à la fois des très grandes entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des entreprises industrielles, des entreprises de services, de différentes filières. Donc voilà, c'est assez large. Juste pour vous présenter un peu un exemple d'événement qu'on peut organiser. Donc voilà, vous voyez un calendrier sur toute l'année. Donc on peut à la fois aborder la question de l'efficacité énergétique, à la fois les visites d'entreprise qui permettent de voir, ah bah tiens, c'est l'entreprise a mis en place des actions en lien avec la RSE. On va avoir des découvertes de territoires et je vais revenir, je vais en profiter, et des frêches aussi, donc des frêches, on a fait l'année dernière une frêche de diversité organisée par les SEC, les signataires de la charte, et on envisage une frêche de biodiversité, voilà, donc un panel d'événements variés. Je vais revenir peut-être sur les spécificités par exemple qu'on peut mettre en place sur une année. Donc par exemple en 2024, on s'est dit, bon, ce sur quoi on n'a pas suffisamment mis l'accent. Et on s'est rendu compte que le sport, c'est quelque chose qu'on avait assez peu développé par le passé. Et donc on s'est dit, on va mettre l'accent là-dessus. Et du coup, on a organisé, donc c'est le 28 juin, au stade des Maradas, une journée, donc on a fusionné 2 animations en une. On l'a fait en une seule journée, grosso modo, avec une matinée où on fait venir une personnalité sportive et on va aborder les questions de en quoi les valeurs du sport peuvent être utiles peut être un levier pour l'entreprise, le développement de la RSE, mais aussi pour le bien-être des salariés. Enfin, en quoi le sport est des valeurs pour les entreprises. Et ensuite, les rencontres, parce que c'est un peu un des enjeux de la charte aussi, c'est de favoriser les rencontres entre les entreprises et les acteurs locaux. Donc là, l'idée, ce sera de faire rencontrer les signataires de la charte et les entreprises de manière plus générale et les clubs labellisés, les principaux clubs sportifs de Cergy-Pontoise. Et espérons déboucher sur peut-être des partenariats, des coopérations. Et ensuite, une après-midi avec des challenges sportifs voilà, pour créer de la cohésion au sein des entreprises. On a remis une couche sur la transition énergétique parce que c'est des demandes récurrentes qu'on avait des entreprises qui cherchaient des solutions et donc qui sont confrontés d'une part à une hausse globale des prix de l'énergie, même si là c'est une tendance un peu plus baissière, mais bon, on pense que sur le long terme, moyen terme, il y a des chances que ça continue d'augmenter. On a la question efficacité énergétique, j'ai dit. Et on va faire on a renouvelé des temps forts un peu différents. On a fait une visite ambassadeur, une visite du territoire aux entreprises chaque année, qu'on organisait avec l'Office du tourisme. Et là, on s'est dit, on va faire un peu différemment et on l'a organisé au mois de... il y a une semaine, vendredi de la semaine dernière. Et c'était visite de la Patinoire, donc le street art à Cergy-Pontoise, et visite du territoire en haut de la Tour Engie. Donc, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur notamment le projet Grand Centre. Donc, un exemple de ce qu'on peut faire. On pourra faire une visite aussi en vélo. Et deuxième événement fort que je voudrais aborder, c'est le 5 novembre. On organise un temps de rencontre entre les entreprises et les représentants d'écoles, centres d'enseignement supérieur. Et voilà, et donc grosso modo, voilà, j'ai fini. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc,
Donc moi, c'est Yosra. Je suis consultante en qualité de vie et conditions de travail et aussi coach sportive. Et justement, ce que vous disiez par rapport au sport à l'honneur, qui est l'un des 9 piliers de la charte, effectivement, le sport, c'est très utile pour le bien-être des salariés. Et notamment sur la notion de sédentarité qui est vraiment très élevée avec les nouvelles formes de travail d'aujourd'hui. Donc pensez-vous qu'il serait intéressant de faire des interventions et des événements justement autour de ça? Puisque vous parliez des JO, c'est une bonne chose, avec la grande cause nationale, etc. Je pense que peut-être qu'il serait intéressant d'intervenir directement auprès des entreprises qui ont signé cette charte pour donner plus de poids, plus d'autorité à votre label sur des questions qui visent la santé des collaborateurs, notamment l'impact de la sédentarité sur leur santé. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait, vous avez raison. Et j'ai oublié d'aborder une question aussi importante de la charte. C'est qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'elle existe et qu'on est vraiment dans une phase où on veut faire un bilan et la faire évoluer, d'une part, à la fois sur les thématiques qu'on aborde, peut-être que certaines thématiques n'intéressent absolument pas les entreprises, à la fois sur le niveau d'engagement que ça implique au niveau des entreprises. Est-ce qu'on ne peut pas faire des systèmes d'évaluation un peu plus poussés ou alors on en reste comme ça? Et à la fois sur, je dirais, qu'est-ce qui, au niveau des entreprises, les intéresse? Est-ce qu'on on reste sur du global, sans de ressources, ou on fait du cas par cas, un peu comme et aller vraiment à la rencontre des entreprises, mais du coup, compte tenu des moyens dont on dispose, on sera plus limité sur le champ des possibles. Je pense que j'ai la voix qui porte assez. Ah, ok. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que du fait d'un manque de moyens, j'ai pas compris ce que vous avez dit. En fait, on a, si vous voulez, on a des moyens limités. On peut des pas moyens mettre 3 limités. personnes sur l'animation de la charte. Oui. Et donc, du coup, se pose la question de son évolution pour les années à venir. Et donc, du coup, si on la fait évoluer, compte tenu des moyens limités, soit on en reste comme ça convient à tout le monde, soit on la fait évoluer, comme je disais, sur les thématiques, soit, comme vous proposez, peut-être aller vraiment à la rencontre des entreprises et du coup faire du cas par cas et du coup plutôt de la mise en relation, parce qu'on n'est pas un organisme de certification, mais de la mise en relation sur par exemple, c'est la question de la santé au travail, si c'est une thématique forte pour les entreprises, peut-être faire venir au sein d'une entreprise un expert sur la question de la santé au travail, et tu pourrais expliquer les enjeux, etc. D'accord. Donc, par exemple, sur des événements comme ça, des animations sur le thème du sport et de l'impact du sport sur la santé, c'est vrai que peut-être qu'on peut être limité en termes de moyens humains et de temps, mais peut-être organiser des événements globaliser ce type d'événement à plus de monde et pas forcément faire du cas par cas. Parce que c'est vrai que je vois pas vraiment... c'est une bonne chose de faire ce type d'animation, mais est-ce que ça répond réellement aux problématiques de la santé en entreprise? Si l'événement qu'on veut organiser, vraiment, ça, on peut pas le mesurer directement. On peut juste faire un questionnaire de satisfaction et voir si, après, potentiellement, peut-être à 1 mois ou 2, voir si ça a apporté des bénéfices pour... Oui, je vais aider Jonathan qui est un peu embêté. Je pense que le territoire, les collectivités ont un rôle à jouer. C'est ce que toutes les communes font. On organise des rencontres sportives. Dans une petite commune comme je suis maire à Neuville-sur-Oise, on occupe d'une course à pied. On envoie un courrier à toutes les entreprises
Et ensuite, les entreprises, elles viennent ou elles ne viennent pas. C'est une façon de faire. On fait entre les entreprises des repas des voisins, entre les entreprises. Et on vient avec les produits du terroir, avec nos maraîchers. Et là encore, on met en relation des producteurs locaux et des salariés. C'est ça aussi la RSE. C'est que on met en disposition les collectivités et c'est les entreprises par, je dirais, un comité d'entreprise, enfin, ou des choses comme ça, qui adhèrent. Mais on ne peut pas, nous, collectivités, aller voir toutes les entreprises pour aller les démarcher. On met quelque chose en place, il y a adhésion ou pas adhésion. Moi, par exemple, j'ai mis à disposition un terrain de football. Personne n'est venu. Je pense que je vais peut-être gagner avec un terrain de pétanque. Mais vous voyez, on a plein de petites idées et c'est de permettre de vivre, d'avoir au niveau des salariés un objectif de partage. Et c'est comme ça que ça progresse, hein, tout simplement. On met des petites graines partout. Ça fleurit plus vite dans des endroits ou d'autres, mais c'est une façon de le faire. On ne peut pas, il ne faut pas attendre de la collectivité de prendre par la main chaque personne ou chaque entreprise. Ça, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut peut-être sensibiliser davantage, hein, parce que là, par exemple, la réunion d'aujourd'hui, elle est très intéressante. Peut-être le fait de proposer cela ou inciter davantage les entreprises, comme vous avez dit, pas seulement les grandes entreprises ou les grandes écoles, mais tout type d'entreprise. Et aussi les mairies, ils peuvent aussi faire un travail supplémentaire pour qu'on puisse inciter, sensibiliser davantage. Parce qu'à un moment donné, comme vous avez dit, il y a des entreprises qui viennent, il y a des entreprises qui s'engagent, mais pas tout le monde. Je pense que le fait de sensibiliser davantage, ça pourra peut-être développer davantage la démarche RSE. On va poursuivre rapidement. Mais si vous voulez, par exemple, un territoire comme la communauté d'agglomération essaye de mettre des circulations douces, des circulations vélo, etc., sur des axes majeurs et à proximité des entreprises. Je pense que là, l'investissement est fait, il est visible, et c'est à l'entreprise après, qui, elle, si elle adhère à une démarche RSE, si elle écoute son personnel, si elle est sensible à cette démarche-là, elle pourra peut-être trouver une solution pour trouver du stationnement pour les vélos des employés, pour faciliter. Mais on ne peut pas être partout, si vous voulez. Tout le monde est responsable. Responsabilité sociétale et environnementale. On est tous responsables de cela. Et pour finir, je ne sais pas si je me permets, je prends un risque, hein, Philippe, tu n'écoutes pas. C'est un investissement. C'est un investissement pour les entreprises. C'est un investissement pour tous. Et tout à l'heure, on disait, quel est mon retour sur investissement? Alors, je ne peux pas le chiffrer. C'est peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais en tous les cas, sur tous les domaines à 360 degrés, quand vous faites une démarche RSE, eh bien, votre investissement, il est partout. Financier, humain, environnemental et certainement d'autres. Donc, c'est ça qui est très important. Je voulais peut-être juste ajouter, effectivement, peut-être un axe sur lequel on pourrait travailler davantage, c'est de la communication, peut-être pour essayer de mieux capter l'attention des entreprises et créer une émulation collective un peu plus importante. Peut-être un des axes à travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos intervenants pour vos témoignages très intéressants sur cette diversité de l'engagement RSE. On va vous laisser poursuivre les échanges autour d'un cocktail vers la main. Et pour information, notre prochain événement aura lieu le 3 décembre et sur la thématique de la cybersécurité. Et puis vous pouvez aussi retrouver
nos événements sur notre chaîne YouTube des Tech Days, aussi à vous abonner à la page LinkedIn des Tech Days, et puis aussi là vous avez le QR code pour retrouver la transmission des Tech Days. Bonne soirée, merci beaucoup.